Hey, salut! Cet épisode est présenté par Aura Protection et ses culottes menstruelles qui vont tellement changer ta vie que je regrette presque mon hystérectomie. Je vous le dis, j'oubliais que j'étais menstruée avec ces culottes-là et surtout, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais connue avant. Celle de bouger, de dormir, de vivre sans avoir toujours besoin de penser à ma protection menstruelle. Mon seul regret, c'est de les avoir découvertes juste à 35 ans. Ça fait que faites pas la même erreur que moi et rendez-vous sur le www.auraprotection.com. Ah, puis quelque part pendant l'émission, vous allez entendre sonner. Ça va être la minute menstrue qui débarque sans prévenir, comme vos règles. Salut, vous écoutez Guerrière par mon Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de la difficulté qu'ont une très grande majorité de femmes à dire non et à mettre leurs limites. Dans le genre, levez la main si vous avez déjà dit oui à votre partenaire pour avoir une relation sexuelle alors que vous n'en aviez pas du tout envie. Levez la main si vous avez déjà dit oui à un souper chez votre belle-mère alors que vous auriez vraiment voulu rester à la maison. Levez la main si vous avez déjà dit oui à une sortie avec les enfants alors que vous étiez brûlé et ça vous tentait pas pantoute. Pas mal sûr que tout le monde a levé la main à un moment ou à un autre et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est très difficile pour les femmes de dire non. Aujourd'hui, on va s'expliquer pourquoi c'est si difficile, qu'est-ce que ça l'entraîne comme conséquence, puis comment on peut changer ça, parce que ça n'a pas de bon sens de vivre de cette manière-là. On va mettre la hache dans l'égoïsme, on va mettre la hache dans la culpabilité, puis on va essayer d'aller de l'avant, parce qu'on est plus que dû, la gang. Et je fais une parenthèse quand même qui est importante. En faisant quelques recherches justement à ce sujet-là, je suis tombée sur une étude qui disait que les hommes aussi, soit dit en passant, avaient souvent de la difficulté à dire non, dans une moins grande propension que les femmes. Mais l'étude en question disait que 49% des hommes auraient du mal à dire non, contre 62% des femmes. Donc, on est dans une majorité de femmes, OK, mais c'est beaucoup d'hommes quand même. Et c'est une étude sérieuse. Donc, j'ai envie de me baser là-dessus pour vous dire, aujourd'hui, on se parle des femmes, mais gardez aussi en tête, dans vos relations avec les hommes, que ça se peut qu'il y ait aussi de la difficulté à dire non. Ça va être important de venir respecter ça, puis analyser ça aussi dans vos échanges avec eux. Je ferme la parenthèse. Vous savez que j'aime toujours faire un petit pas de côté pour voir dans l'histoire de quelle manière les femmes ont pu évoluer. Et aujourd'hui, on va regarder de quelle manière elles ont pu évoluer dans leur capacité à dire non. Évidemment, je n'ai pas trouvé d'études spécifiques sur ce sujet-là, mais en fonction du contexte, on peut quand même facilement s'imaginer de quelle manière ça devait se passer au niveau de leur capacité à mettre leurs limites. Fait qu'on va partir là-dessus. J'ai déjà nommé dans certains épisodes de ce podcast que pendant une grande partie de la préhistoire, on croit que les hommes et les femmes étaient relativement égaux, que même parfois les femmes étaient mises sur un piédestal à cause de leur capacité à donner la vie. Que même au niveau là, de ce qui était de ramener la nourriture et autres, il y avait une certaine égalité dans les tâches aussi. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé et qu'on a montré dans les cours d'histoire, par exemple, il y a des femmes qui chassaient aussi. On a retrouvé des sépultures de femmes avec des armes. Et si elle cueillait, la cueillette, là, c'était pas une partie de plaisir. Là. Nous, en 2025, on s'imagine là, dans un champ avec des fraises avec nos enfants, là, mais la cueillette à la préhistoire, c'était tout autre chose. Là. Les gens pouvaient partir pendant des heures, voire des jours, marcher sur des kilomètres et porter des charges qui étaient super lourdes. Il y a une étude qui dit que les femmes auraient peut-être même été responsables de 80% de l'apport en nourriture dans les camps, les cavernes. À cette époque-là, c'est pas rien. Tout ça pour dire qu'il y avait vraiment donc une égalité au niveau des hommes et des femmes dans leur perception d'un et l'autre et dans les tâches qu'ils partageaient au quotidien. Mais les choses se sont un peu gâtées quand les hommes ont découvert l'agriculture. Jusque-là, ils vivaient de manière plutôt nomade et quand ils ont découvert l'agriculture, ils se sont rendus compte que, hey, on n'a pas besoin d'aller se promener partout. On peut cultiver la terre ici. Par contre, si je veux pouvoir cultiver ma terre ici, elle doit m'appartenir. Et si je veux pouvoir en cultiver plus, éventuellement, je dois conquérir d'autres terres. Et c'est là que sont nées les notions de propriété, donc cette terre m'appartient, et les notions aussi de guerre et de conquérir les territoires et autres. C'est là que s'est embarquée cette histoire-là, parce qu'avant, les gens vivaient en communion avec la nature. Et avec le concept de posséder une terre, est rapidement et malheureusement venu le concept de posséder une femme.
On n'avait plus tant besoin d'elles dans un partage de tâches égalitaires. Les hommes cultivaient la terre, ils partaient se batailler pour avoir des terres supplémentaires. Et là, tranquillement, les femmes étaient reléguées au foyer. Si bien que quand on est arrivé à l'Antiquité, elles étaient littéralement considérées comme des enfants et la possession des hommes. Et s'il y a une chose que vous savez, c'est qu'on s'attend à ce que nos enfants nous obéissent. Fort heureusement, aujourd'hui, avec l'éducation bienveillante, on est un peu ailleurs et je ferai probablement un épisode sur l'éducation bienveillante parce que je sais que c'est un sujet chaud pour plusieurs parents. Mais on s'attend de nos enfants qui nous écoutent. Donc, la femme s'est retrouvée littéralement soumise à l'homme. Et qui dit soumission, dit « je ne peux pas te dire non, même si j'en ai envie ». Vous l'aurez compris. Au Moyen Âge, la game s'est un peu perpétuée, mais sous l'influence de l'Église catholique, parce qu'on sait qu'au Moyen Âge, c'est eux finalement qui avaient le gros bout du bâton, et c'est le mariage, là, d'ailleurs, qui s'est mis à prendre de plus en plus de place à cette époque-là. Et le mariage était en soi, à ce moment-là, un contrat d'obéissance de la femme à son mari, tout simplement. Alors, vous voyez qu'il y avait absolument pas possibilité de dire non à cette époque-là, et je ne parle pas que de relations sexuelles, mais évidemment de tout le reste. Elle devait se soumettre à l'homme. Les années sont passées. On a eu nos guerres dans lesquelles les femmes ont été travaillées finalement dans les usines pour remplacer les hommes. Il y a une certaine période d'indépendance, de liberté, mais quand les guerres se sont terminées, les hommes sont revenus, ont renvoyé les femmes à la maison, et pour les convaincre de retourner à la maison, leur ont dit « c'est dans votre nature, les femmes, de rester à la maison, de prendre soin de vos enfants, de prendre soin de votre mari. » Rentrez chez vous, faire votre travail. C'est votre rôle, c'est ce que vous êtes. Et évidemment, depuis ce temps-là, on parle des années 50 ici, les choses ont évolué, on a eu des révolutions féministes et autres, mais ce concept-là, selon lequel les femmes doivent être gentilles, douces, fines, souriantes, chercher à rendre tout le monde heureux, à ce que tout le monde se sente bien, est quelque chose qui continue d'exister et malheureusement même qu'on continue de perpétuer. Et là, vous allez me dire, ah non, moi, là, j'élève pas mes enfants de manière stéréotypée ou genrée, je fais vraiment super attention à ça et je suis certaine que vous le faites si vous êtes sensibilisé à ça, mais il faut comprendre qu'on a intériorisé tellement de choses et qu'on les a intériorisées depuis tellement d'années, de centaines d'années, de milliers d'années dont il est question ici, que forcément, ça teinte encore notre vision du monde, forcément, ça teinte encore la manière dont on éduque nos enfants. Et un exemple là, facile de même. C'est sûr que là, on n'est plus dans les filles s'habillent en rose, les gars s'habillent en bleu. Mais c'est pas parce que, et je l'ai déjà nommé, que tu peintures la chambre de ton enfant en jaune que tu lui offres une éducation qui n'est pas genrée. Je veux qu'on se comprenne bien là-dessus. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et même en étant très sensibilisé, forcément, on l'échappe par moment. Ça m'est arrivé récemment avec les enfants, garçons et filles, qui se chamaillaient. Garçon cherchait beaucoup filles. Fille disait « Hey, arrête, j'aime pas ça », donc mettait ses limites. Garçon continuait. Et fille s'est fâchée. Et on a dit quoi? On a dit à fille « Arrête de te choquer. Comme ça, c'est ça qu'il veut. » Donc, on n'a jamais dit à garçon « Respecte les limites de fille ». Et non seulement ça, mais en plus, on a dit à fille « C'est ta responsabilité de faire en sorte qu'il arrête. » Et c'est ta responsabilité de ne pas t'emporter ou de ne pas poser tes limites trop lourdement parce que ça ne va pas t'aider. Vous imaginez-vous le message qu'on lui a renvoyé? Capoté. Et on s'est reparlé après. On a fait un petit meeting de famille dans lequel on a fait « Hey, on n'a pas fait la bonne intervention. Voici ce qui aurait dû se passer. Voici ce que vous devez savoir. » Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on intervient auprès des jeunes, qu'on soit parents, intervenants ou autres, c'est vraiment important de garder en tête qu'on a plein de biais inconscients et qu'on a grandi à travers plein de stéréotypes qui influencent la manière dont on éduque nos jeunes. Et il faut être à l'affût de ça. Et on peut tout à fait se tromper parce que l'erreur est humaine, mais alors on viendra la corriger au moins. Alors, peu importe qui vous êtes, puis je sais que c'est comme le mot d'ordre de cette saison-là de guerrière, rappelez-vous que des stéréotypes de genre, que vous le vouliez ou non, vous en avez plein. Soyez ouverts à ça, acceptez-le, observez-vous et voyez comment vous pouvez modifier votre comportement. Bref, tout ça pour dire qu'encore à ce jour, une grande majorité de femmes considèrent que fait partie de leur rôle d'être gentille, d'être douce, d'être bienveillante, de ne pas choquer, de faire en sorte que tout le monde à l'intérieur de la famille soit heureux, se sente bien, se sente confortable et donc a de la difficulté à dire non par crainte de mettre ça
en péril. Et c'est pas de notre faute. Ça fait des milliers d'années que c'est ce qu'on nous demande d'être. Et ça fait à peine 75 ans qu'on a commencé à essayer de s'en défaire. Alors oui, forcément, ça nous suit. Oui, forcément, notre difficulté à dire non est inscrite à l'intérieur de nous, dans nos gènes, dans notre essence, littéralement. Et c'est très compliqué de s'en défaire parce qu'on a l'impression de se défaire d'une partie de qui on est, ou tout du moins d'une partie de qui on devrait être, pour être une bonne femme, pour être une bonne personne. Ça va jusque-là, là. C'est très profondément ancré, cette histoire-là. Dans tous les cas, vous aurez compris que si on a tant de difficultés à dire non et à mettre nos limites, ça nous cause énormément de problèmes, et des problèmes qui sont, soit dit en passant, très graves. Le premier, c'est la surcharge. Parce que, bon, on sait déjà d'emblée qu'à cause des rôles de genre, les femmes font 1 heure à 1 heure et demie de plus de tâches en lien avec la maison et des enfants chaque jour, ce qui est déjà énorme et qui en met comme un shitload sur nos épaules. Mais si on ajoute à ça toutes les choses auxquelles on dit oui alors qu'on pense non, un souper, je le nommais plutôt avec la belle famille, une sortie avec les enfants, accompagner un des enfants à une sortie scolaire, ben on remplit notre agenda de choses, de toutes sortes de patentes à faire, à dire, à penser, qui nous surchargent aussi. Donc, la charge mentale qu'on porte vient en grande partie, bon, de la répartition des tâches, oui, mais elle vient aussi de là, de notre difficulté à dire non. Parce que si on arrivait à dire non, chaque chose à laquelle on dirait non s'effacerait de notre agenda, s'effacerait aussi de notre charge mentale. Et à partir de ce moment-là, on pourrait libérer du temps, on pourrait libérer de l'énergie, on pourrait libérer de la place dans nos têtes aussi. Alors, c'est pas anodin et ça prend un espace monumental. Le deuxième très grand problème avec notre difficulté à dire non, c'est qu'on en vient à plus exactement savoir qui on est. On est tellement toujours dans un rôle de « je veux m'assurer que tout le monde est heureux, je veux m'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde soit bien, je ne veux pas fâcher personne, je ne veux pas froisser personne, je ne veux pas faire de peine à personne », qu'on se choisit si rarement, qu'on peut très rapidement en venir à plus savoir exactement ce qu'on aime, nous vraiment, ce à quoi on aurait vraiment envie de dire oui, et donc, éventuellement, ce qu'on veut et qui on est. Parce que ça va jusque-là. Dans notre rôle super genré de femme fine et qui s'occupe de tout à la maison, on finit par s'oublier parce qu'il n'est jamais question de nous à l'intérieur de ce modèle-là. Il est toujours question des autres. Et peut-être de nous s'il nous reste là, une petite minute quelque part pour somnoler dans le divan avant d'aller se coucher. C'est ça, souvent, on voit ça sur les blogs de mère, je l'ai déjà fait sur Parfaite Maman Cinglante, t'sais. Parler de ce highlight-là, là, ce 15 minutes-là après que les enfants soient couchés quand t'es parent, quand t'es maman, et que t'as fini de plier ta brassée, puis que là, t'as ton 15 minutes de Netflix, mais tu t'endors dessus. C'est ça qui reste. Et tu peux pas déterminer, ni comprendre qui tu es, ni ce que tu veux, ce que tu as besoin, si c'est tout ce que tu as comme fenêtre pour y réfléchir et que le reste du temps, tout ce que tu fais, c'est te soumettre à ce que les autres aimeraient ou voudraient ou ont besoin. Fait que vous comprenez qu'on est vraiment très mal programmé pour assurer notre propre bien-être. C'est très difficile de le faire parce qu'on ne se laisse pas l'espace pour le faire. Je le dis, je donne beaucoup l'exemple des mamans parce que c'est un exemple qui est très parlant, mais c'est vrai pour les femmes aussi, mais ça m'est arrivé de demander à des groupes de mamans, nomme-moi 10 choses que t'aimes et qui n'ont pas rapport avec la maison et les enfants. Et la plupart d'entre elles ne se rendent pas à 5. Parce qu'elles ont complètement perdu cette possibilité de se connecter à elle et soit d'entretenir des passions ou même d'en découvrir des nouvelles aussi. Et c'est d'une tristesse infinie. C'est cool la maternité. C'est cool être la partenaire d'un homme. Écoutez, je suis bien vendue. J'adore ces rôles-là. Le problème, c'est que ce qu'on vend aux femmes, c'est que c'est le centre de leur vie. Que ça devrait représenter un bon 80% de ce qui est important pour elles dans la vie. Alors que dans les faits, c'est une sphère parmi beaucoup d'autres qui devraient être assez proportionnelles les unes aux autres, comme c'est d'ailleurs le cas pour les hommes. Les hommes qui vont avoir leur travail, vont avoir leur famille, vont avoir leurs loisirs, et on va avoir des petites sphères qui sont pas mal similaires les unes aux autres, à l'intérieur desquelles on ne dit pas « ça, c'est la sphère centrale ». Si ce n'est peut-être que la sphère du travail. Vous
Si vous avez écouté les autres épisodes, vous savez qu'au niveau des rôles de genre, on dit aux hommes, soyez forts, soyez virils, ayez du succès, ramenez de l'argent, c'est vous les pourvoyeurs. Jusqu'à un certain point, c'est encore quelque chose qui est ancré dans la tête de nos hommes. Et là, à ce moment-là, ça peut faire en sorte que la sphère de travail prenne plus de place. Puis ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Parce que souvent, dans les comparatifs qu'on entend, on va dire, ben, une femme qui choisit sa carrière avant sa famille est égoïste. Mais un homme qui fait ça, lui, ben, c'est un gars qui fait juste ce qu'il a à faire, puis c'est bien correct, ou on en dit juste rien, à la limite. Mais ce gars-là est peut-être aussi victime des mêmes stéréotypes de genre que nous pouvons l'être. Parce que comme on lui a dit qu'il devait être le travailleur, le protecteur, le pourvoyeur, ben oui, il a mis le travail de l'avant. Forcément, il a mis le travail de l'avant parce que c'est ce qu'on attend de lui. On entend beaucoup de pères qui disent « Hey, j'aimerais ça, moi, pouvoir passer autant de temps que tu en passes avec notre enfant. » Et pour l'avoir entendu, j'ai toujours trouvé ça frustrant. Mais dans les faits, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'hommes qui aimeraient ne pas avoir à répondre à ce rôle-là de pourvoyeur, de travailleur avec une grande ambition pour passer plus de temps à la maison. Bon, y a-t-il des manipulateurs après qui disent ça pour X raisons? Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que nos hommes aussi sont cantonnés dans des rôles de genre différents des nôtres, mais vraiment pas mieux. Si vous n'avez pas écouté l'épisode à ce sujet-là, je vous le recommande plus. C'était l'épisode 2, si je ne me trompe pas. Hey, c'est l'heure de la Minute Menstrue qui débarque n'importe quand, comme tes règles, présentée par Aura Protection. Savez-vous ce qu'on trouve dans toutes les toilettes publiques? Du papier de toilette. C'est gratuit tout le temps, parce que c'est un besoin de base. Mais des tampons ou des serviettes, non. Même si la moitié de la population en a besoin chaque mois, on continue de faire comme si c'était un extra, un genre de petit luxe. Puis pendant ce temps-là, il y a des filles qui manquent l'école parce qu'elles n'ont rien pour se protéger. Il y a des femmes qui doivent choisir entre manger ou s'acheter une boîte de tampons. Des ados qui utilisent du papier brun ou qui gardent la même serviette toute la journée. Puis ce que je vous raconte là, ça se passe pas à l'autre bout du monde, là. Ça se passe ici, chez nous, pour vrai. On dit qu'il y a un tiers des Québécoises qui doivent sacrifier des dépenses essentielles, comme la bouffe ou le loyer, pour se payer des protections menstruelles. Et pour 7% d'entre elles, c'est une situation régulière. Si on tient juste compte des protections jetables, les personnes avec un utérus vont dépenser en moyenne 6 000 $ dans une vie juste pour ça. Et cette réalité-là, ça s'appelle la précarité menstruelle, puis ça touche pas juste le cash, là, mais aussi tout le manque de connaissances et de soins entourant le cycle menstruel. Ça vous dit quelque chose? Bref, c'est un vrai enjeu de justice sociale et si vous avez la chance de vous impliquer, je vous invite plus à le faire. Appuyez les programmes de gratuité, signez les pétitions, renseignez-vous sur ce qui se passe dans votre coin à ce sujet-là. Parce que personne ne devrait avoir à choisir entre manger et gérer ses règles. De retour au programme principal. On le voit aussi un peu dans les relations où une femme qui va dire non va pouvoir être perçue, dépendant des situations, comme frustrée ou rigide ou frigide s'il est question de relations sexuelles, alors qu'un homme qui dit non dans beaucoup de contextes va juste être vu comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut puis qui met son poing sur la table. Donc la permission de dire non à l'intérieur de nos relations est beaucoup plus rapidement donnée aux hommes qu'elle l'est donnée aux femmes par défaut. Et là, ben forcément, je vais faire un petit parallèle avec le consentement au niveau des relations sexuelles aussi. Okay? Si on a dit pendant des milliers d'années aux femmes qu'elles devaient se soumettre aux hommes, qu'elles devaient avoir des relations sexuelles avec eux, même si elles n'en avaient pas envie, est-ce que c'est si surprenant qu'après à peine 75 ans de libération très progressive, et c'est pas fini, soit dit en passant, qu'autant d'entre elles aient de la difficulté à dire non? Est-ce que c'est si surprenant que plusieurs disent oui, un oui qui très souvent est loin d'être enthousiaste, soit dit en passant, parce qu'elles sentent qu'elles ont l'obligation de le dire? Il me semble que ça fait beaucoup de sens, tout ça. Et ça fait partie des choses qui me fâchent énormément dans notre système de justice actuel, c'est qu'on ne tient pas compte de cette histoire-là du tout quand, par exemple, il y a des cas d'agression sexuelle, procès pour agression sexuelle. Comprenons d'où on vient. Comprenons que la facilité avec laquelle on pourrait potentiellement dire non dans l'avenir, on n'y est pas du tout encore. Et c'est pas de notre faute. Puis on travaille fort, la gang, là-dessus. Je pense que toute femme rêve de pouvoir dire un non ferme, respectueux mais ferme, sans culpabilité, pour se libérer de toutes les choses qu'elle n'a pas envie de faire. Mais c'est très difficile. Et c'est difficile parce que pèse encore sur nous l'attente d'être des people pleasers. Pèse encore sur nous l'attente de répondre
aux besoins de tout le monde. Et c'est une attente qui pèse sur nous depuis, je le répète, des milliers d'années. Ça fait que oui, ça peut être dur encore pour certaines femmes de dire non à une relation sexuelle. Oui, le devoir conjugal existe encore aussi à cause de ça. D'un, parce que beaucoup d'hommes pensent que le sexe est quelque chose qui leur est dû. Et de deux, parce que malheureusement, beaucoup de femmes ont l'impression que le sexe est quelque chose qui est effectivement dû aux hommes et qu'elles doivent donc le faire, même si elles n'en ont pas envie. Et à toutes les fois que je parle de ça, il y a du monde qui m'écrive sur les réseaux sociaux, ben non, c'est dépassé ce que tu dis. Non. Sachez qu'il existe encore une pelletée de couples à l'intérieur desquels il y a des femmes qui ont des relations sexuelles dont elles n'ont pas envie. Et c'est vraiment malheureux. Si on a de la misère à dire non à notre belle-mère pour aller souper, il y a des fortes chances qu'une fois dans la chambre à coucher, où on a intériorisé que si on couchait pas avec notre chum, peut-être qu'elle allait voir ailleurs, on risque d'avoir encore beaucoup plus de misère à dire non à une relation sexuelle. Et là, je parle d'une relation avec un partenaire stable, mais ça pourrait être avec une date dans un one night, ça pourrait être avec n'importe qui aussi. Il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, j'ai parlé du concept de se faire passer en premier comme femme, qu'on devrait pouvoir se faire passer en premier. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit en toute bienveillance pour me dire « Mais tu trouves pas que c'est de l'égoïste de se faire passer en premier? » Et je pense qu'il y a une nuance qui est importante à faire. C'est parce qu'on voit ça tout noir ou tout blanc, là. Comme s'il y avait se faire passer en premier, puis juste se faire passer en dernier. Mais il y a tout un monde entre les deux. Et je peux tout à fait me faire passer en premier, tout en me souciant des besoins des gens autour de moi. Tu sais, je m'en sac pas des gens, là, mais je me fais passer en premier, je m'occupe de tout le monde ensuite, tout simplement. Et se faire passer en premier en se sacrant de ce que tout le monde pense, puis de comment tout le monde se sent. Ça, c'est égoïste. Ça, c'est vivre que pour soi dans un monde où on considère que tout nous est dû. Et il y a beaucoup de gens, soit dit en passant, qui vivent comme ça. C'est pas ce dont il est question quand on parle de se faire passer en premier. Quand on parle de se faire passer en premier, on parle d'écouter ses désirs, d'écouter ses besoins et de respecter ses limites. C'est ça, se faire passer en premier. Et c'est quelque chose qu'on devrait toujours faire en tant que femme, mais en tant qu'individu aussi. Et les hommes ont une beaucoup plus grande propension à faire ça, justement par leur socialisation, on en a parlé. Et il existe une multitude de doubles standards à ce sujet-là. Si par exemple, une mère décide de partir une fin de semaine pour un trip de filles, probablement qu'on va très rapidement demander, ben là, t'as mis tes enfants où? Puis moi, je pourrais pas partir 3 jours loin de mes enfants, je serais pas capable, etc. Elle va peut-être même recevoir du jugement de certaines personnes, ce qui est très malheureux. Mais un gars qui part pour une fin de semaine de chasse, lui, il n'y en a pas de problème. C'est comme, ah oui, c'est sa fin de semaine de chasse, là. Ça, c'est correct. C'est normal. C'est légitime de se faire passer en premier dans un contexte de chasse, mais c'est pas légitime de se faire passer en premier dans un contexte de moment entre chums. Ça marche pas. C'est un très bon exemple, ça, où justement on accepte un, mais on n'accepte pas l'autre, ou on accepte beaucoup plus difficilement l'autre. Même affaire, si par exemple une femme s'inscrit, là, une mère de famille s'inscrit à un cours, je sais pas moi, un cours de dessin le jeudi soir, la réaction de beaucoup de gens, ça va être « Ah, comment tu trouves le temps de faire ça? » Mais le gars qui est inscrit au deck hockey, lui, personne n'en parle. Parce que la femme, son temps est supposé d'être mobilisée en tout temps à prendre soin des autres, mais l'homme, lui, est supposé d'avoir un temps qui est réservé pour faire autre chose. Évidemment, c'est pas le cas dans toutes les familles, je nuance, mais ça nous donne une idée des perceptions très différentes qu'on a par rapport aux hommes et aux femmes, à l'intérieur desquelles les femmes doivent tout à leur famille et les hommes, eux, peuvent aller vaquer à leur occupation en dehors de ça. Tu sais, pensez juste, mettons, aux fêtes, aux anniversaires. Une femme qui oublie un anniversaire va se faire beaucoup plus critiquer qu'un homme. Une femme, on va dire, ben voyons comment elle a fait pour oublier ça, ça se peut pas. Un homme, on va être comme, ah ouais, les dates, il connaît pas bien ça. Les attentes qu'on a par rapport aux soins donnés aux autres, à l'attention qu'on porte aux autres, sont beaucoup plus grandes par rapport aux femmes que par rapport aux hommes. Et en tant que femme, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on a appris et qu'on sent chaque jour. Et on en porte le poids chaque jour. Donc forcément, se faire passer en premier, choisir de ne pas répondre à certaines de ces attentes-là, c'est super culpabilisant. Mais, et je le répète, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, se faire passer en premier, c'est pas égoïste, c'est humain, puis c'est même une bonne idée. Même dans une perspective où vous voulez prendre le plus soin, le mieux soin possible des gens autour de vous parce que vous ne pouvez pas vous défaire de cette idée selon laquelle c'est votre rôle, c'est votre mission, et ce n'est pas le cas, soit dit en passant. Ce n'est pas obligé d'être le cas. Vous allez subir des jugements, des critiques dans le monde dans lequel on vit en ce moment, mais je veux dire, c'est pas obligé d'être votre rôle. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes obligé de dire oui à tout et d'être ce people pleaser-là. Absolument pas.
Et c'est tout à fait correct qu'à certains moments, malheureusement, vos noms déçoivent, vos noms déplaisent, vos noms mettent des gens en colère. Mais dans la mesure où vos limites sont annoncées dans le respect, la réaction des gens, et attention là, notez ça quelque part, la réaction des gens ne vous appartient pas. C'est à eux. Arrêtez de le prendre sur vous. Laissez-leur. Vous n'êtes pas responsable de leur bonheur à tout prix. Ça aussi, vous pouvez vous le répéter en boucle. Vous n'êtes pas responsable à tout prix du bonheur des autres. Vous n'êtes pas responsable à tout prix du bonheur des autres. Mais vous êtes responsable à tout prix de votre bonheur à vous, par exemple. Et probablement que pour cette raison-là, il est plus que temps que vous appreniez à dire non. Mais bref, ce que je disais, c'est que en vous faisant passer en premier, en écoutant vos besoins et vos limites, vous allez juste être une meilleure personne pour les autres aussi. Fait que si c'est ça votre tasse de thé, sachez que vous faire passer en premier va vous aider quand même dans ce rôle-là si vous continuez d'y tenir. Donc, il faut comprendre que dans notre société, dire non, c'est premièrement une façon, oui, de mettre vos limites, de vous assurer de respecter vos besoins, mais c'est aussi presque un geste politique en tant que femme. Un geste politique qui dit « Hey, tu sais-tu quoi? Je suis pas obligée de dire oui à tout. Je suis pas obligée de me soumettre aux caprices de tout le monde. Je suis pas obligée de faire passer le bonheur des autres avant le mien. Je mérite le mien aussi. » Et vous aurez compris que si, par exemple, vous avez une fille à la maison ou même un garçon, s'ils ont la possibilité de vous voir dire non, ils vont comprendre que les femmes ont le droit de dire non aussi. Si vous dites toujours oui, croyez-moi, ils enregistrent le message que les femmes disent oui. Alors, même dans une optique d'évolution vers quelque chose, vers un monde qui serait meilleur, dans lequel on respecterait plus les limites des femmes, on a aussi un rôle à jouer. Puis je sais que c'est dur, puis je sais que c'est challengeant. Puis je sais que le sentiment de culpabilité au début, c'est tough. Mais c'est comme un muscle qu'on entraîne. Au début, on dit non, puis on est comme « Oh non, oh là là, je m'excuse », on se réexcuse. Ça m'arrive de faire ça, moi, encore aujourd'hui, entre autres avec mon chum. Je dis non quelque chose, je suis comme « Ah, je m'excuse, tu m'en veux-tu, t'es-tu? » J'ai la chance d'avoir un chum avec qui j'ai énormément discuté de tous ces sujets-là, puis qui me dit « Hey, t'as pas à te sentir coupable, là. C'était ta limite à toi. C'est correct. C'est fantastique. Je vous souhaite d'avoir des discussions en couple dans cette optique-là aussi, parce que votre partenaire peut vous aider là-dedans. Il n'est pas obligé de nourrir le fait que vous soyez incapable de mettre vos limites. Techniquement, on veut s'élever ensemble, fait qu'il pourrait faire le contraire. Mais bon. Alors, c'est un muscle. C'est un muscle qui s'entraîne. Et oui, les premières fois qu'on dit non, c'est culpabilisant. Mais il faut se rappeler le gain. Il faut se rappeler pourquoi on le fait. Et on le fait parce qu'on se choisit. Il y a Glennon Doyle, que j'aime beaucoup, qui a écrit le livre Indompté, qui dit « Moi, maintenant, je veux me choisir et mon rôle consiste à dire non et décevoir autant de gens qu'il le faudra pour ne pas me décevoir moi-même. » Et sans doute que juste quand je dis ça, il y en a qui sont comme « Oh, c'est égoïste! » Non. C'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire maintenant. Ça nous vient de loin, c'est profond, c'est ancré. Même si c'est ce que vous ressentez en ce moment, je vous invite vraiment à juste poser tout ça quand l'épisode sera fini, puis à y réfléchir. Puis mettre en parallèle aussi la manière dont les hommes le vivent. Si eux ont le droit de le faire, on a le droit de le faire aussi. On a le droit de faire toutes les choses que les hommes font. On se rappelle, c'est ça le principe de l'égalité. Et si eux peuvent dire non sans se sentir coupables, si eux peuvent aller au décaqué sans se sentir coupables, aller à la chasse sans se sentir coupables, on a le droit à nous aussi. Pour toutes ces choses-là et à toutes ces choses-là, on a le droit aussi de dire oui et de dire non sans craindre la réaction des autres, sans se considérer comme responsable, en fait, de leur réaction. Et souvent, l'autre problème avec ça, c'est qu'on est tellement habitué de dire oui quand on pense non que c'est même difficile de savoir si on en a vraiment envie ou non. Ça fait que quand quelqu'un vous demande quelque chose, avant d'y répondre systématiquement oui ou non, demandez-vous si vous en avez envie. C'est niaiseux, hein? J'ai l'air de revenir à une base qui remonte à si loin, mais on est tellement habitué à répondre aux gens pour leur plaire que très souvent, on oublie de se demander ce qu'on veut nous-mêmes. Et si vous posez cette question-là, si vous la posez régulièrement, ça va aussi vous permettre de vous reconnecter avec vous, avec ce que vous avez envie, mais aussi avec ce que vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous. Donc ça aussi, c'est un exercice qui est à faire au quotidien. Je vais finir avec une petite phrase que je vous invite à écouter et réécouter autant de fois que vous en aurez besoin. Mais quand vous dites non, gardez en tête que vous ne tournez pas le dos aux autres. Vous cessez simplement de vous tourner le dos à vous-même.
C'est ce qui complète cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sinon, je vous invite à vous abonner à mon compte Spotify et ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis bye!